Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Corinna Lazza, Gaëtan Le Pennuel et Warren Le Pollard. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Le Pennuel et associé basée à Paris. En hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, ce que je vous invite à vous présenter pour que l'auditeur puisse identifier vos voix respectives. On commence par Gaëtan? Très bien. Bonjour, Gaëtan Le Pennuel. Les plaisirs de la table, oui, évidemment. Lorsqu'on se pose ce genre de questions, on pense aussi au voyage tout de suite. Les plaisirs de la table, c'est certainement mon enfance en Bretagne avec des plats rustiques, ceux de la Bretagne, ou des plateaux de fruits de mer de Saint-Malo, qui sont pour moi l'endroit où on peut manger les fruits de mer les plus frais de la terre entière. Mais ça peut être aussi l'Italie, par exemple, sa cuisine rustique et paysanne, mais toujours sur la fraîcheur. Et puis, à l'opposé, le Japon, que j'adore, avec ses contrastes de saveurs. Donc, je pense que, en général, pour moi, tout ce qui est culinaire représente avant tout un lieu, un voyage. Mmh. Quand même une préférence? C'est l'attache au territoire? C'est toujours l'attache au territoire. Je pense que la préférence, c'est plutôt la saisonnalité, c'est-à-dire le fait de manger, que l'on soit au Japon ou en France, ou en Italie, le produit de saison. Ça, c'est le truc qui m'intéresse. Alors peut-être qu'un dernier souvenir gustatif qui vous a marqué? Ce week-end, j'étais à Saint-Malo, dans ma ville d'origine. Et je suis allé au marché de Rocabé où on trouve les fruits de mer qui viennent juste de débarquer, je dirais, où ils sont encore tout à fait vivants et c'est terrible à dire, mais une fois ou deux fois par an, je m'accorde ce plaisir d'un plateau de fruits de mer d'une fraîcheur inégalable. Bon, ça donne l'eau à la bouche, c'est ce que je veux dire. Corinna? Bonjour, donc moi c'est Corinna Lazza. Je vais me laisser un peu emporter par le récit de Gaëtan parce qu'il a parlé de voyage et je vais vous amener un peu dans l'Europe de l'Est et parce qu'on est un peu à l'heure de déjeuner, je vais parler d'une brioche tressée qui s'appelle Kozonák. C'est une brioche tressée aux noix et au chocolat. Elle est très très bonne, on la retrouve beaucoup dans les pays balkaniques et c'est très très bon. Et sans aucun rapport, mais ça m'arrive comme ça et ça attise un peu mes papilles, c'est les sushis parce que j'ai eu le plaisir de visiter le Japon 4 fois et c'est un pays magnifique pour les architectes et j'invite tout le monde de faire si possible un petit voyage et pour découvrir de l'architecture et les sushis, voilà, c'est ce qui m'arrive ce matin. Le raffinement aussi de la manière dont c'est préparé. Exactement. Et dont ça se déguste. Et je pense qu'il y a aussi un lien entre les sushis et l'architecture parce qu'il y a un côté structuré, il y a une certaine géométrie, une composition, il y a quelque chose esthétiquement d'assez intéressant et une parallèle avec l'architecture au-delà de la gastronomie. Et qui va bien aussi avec les temps présents, avec une certaine simplicité dans les matières. Exactement, oui, exactement. Warren. Bonjour, donc Warren Le Pollard. J'ai la particularité d'être végétarien, donc je laisse plus tranquille les langoustes, les fruits de mer et les poissons, mais on peut prendre énormément de plaisir à table tout en étant végétarien. Donc j'ai un plaisir à manger effectivement des fruits et légumes de saison et des bons plats. Et un souvenir peut-être gustatif, donc j'ai moins de liens que Gaëtan avec la Bretagne, mais c'est vrai que j'allais tous les étés chez ma grand-mère en Bretagne et les crêpes sucrées. Le réveil du matin avec l'odeur de la crêpe préparée à 7h du matin par ma grand-mère bretonne, je pense que c'est un souvenir qui restera longtemps. Gravé. Exactement. Alors on va évoquer maintenant vos parcours professionnels respectifs, leurs débuts. Quelles ont été vos jeunesses, vos parcours et où s'est ancrée cette envie d'architecture et quelles ont été vos études?
On recommence. Gaëtan? Mon désir d'architecture, il a été ancré extrêmement tôt. Je pense que ça, c'est dans presque les gènes, non, une histoire familiale en tout cas, avec cette envie d'être architecte quand j'étais enfant. Je dessinais déjà des maisons, je faisais des Lego, je faisais du mécano, enfin tout ce qui tournait autour de l'acte de construire. J'ai commencé mes études à l'école de Belleville en 1985 exactement. Et oui, ça nous rajeunit pas. Terminé mes études en 92 à peu près. Dans ces années-là, on mettait à peu près 6-7 ans à passer son diplôme. J'ai été très influencé par Edith Girard, qui était ma prof adorée, avec qui j'ai fait à peu près tous les semestres, ou presque, avec laquelle d'ailleurs j'ai enseigné par la suite à l'école de Belleville. Un parcours particulier peut-être, c'est d'avoir travaillé dès la deuxième année pour financer mes études. Donc je travaillais pratiquement à plein temps à l'agence, soit chez Edith, soit chez Bruna Gonzalez, tout simplement. Et je réussissais en gros à combiner les deux plein temps. Donc c'était sport. Xavier était déjà prof? Xavier non, à cette époque-là, Xavier n'était pas prof. Non, il était prof après. Xavier Gonzalez. Ouais. Xavier Gonzalez, absolument. L'agence était encore un peu naissante, je dirais, à cette époque-là. On était 10. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Et puis de l'enseignement par la suite, puisque j'ai enseigné, comme je le disais, à Belleville, et puis ensuite, effectivement, avec Xavier Gonzalez à la Villette, et ensuite à l'école de Malaquais. Voilà, donc 3 longues expériences d'enseignement de 7 ans environ chacune, qui m'ont donné le goût de l'enseignement, mais toujours dans une logique, je dirais, d'implication par rapport au projet d'architecture et seulement, j'allais dire. Voilà. Ouais. J'étais moins dans la vie de l'école parce que je considérais que c'était très compliqué d'avoir à la fois une agence et d'être en même temps un enseignant à plein temps. Du coup, vous avez créé votre agence à la sortie de l'école, quasiment ? J'ai créé l'agence presque à la sortie de l'école, 1 an quand même après. Il faut quand même le temps de démarrer, le temps surtout de gagner l'Europan en 1993. Et sur cet Europan 1993, j'ai fondé l'agence. À l'époque, j'avais gagné le concours à Reims, sachant que c'était la ville qui honorait, je dirais, ces Europans, puisqu'on savait qu'il y avait des villes qui faisaient construire vraiment et d'autres qui faisaient pas vraiment construire. Et je m'étais dit, quitte à le gagner, ça sera tellement difficile, autant gagner dans un endroit où ça donnerait vraiment quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Après ce concours, la ville de Reims nous a appelés pour faire la première étude urbaine au sud de la gare de Reims, dans le quartier de Clermarais. Et on a commencé l'étude urbaine de 250 logements que l'on a construits finalement au fil des années après. Incroyable. Parce que 250 logements partis d'Europan à la sortie de l'école, c'est pas mal. Même si ça s'est étalé dans le temps. Même si ça s'est étalé dans le temps, oui, j'avoue que c'était assez impressionnant à l'époque, entre le désir de le faire, l'angoisse que ça procure, voilà, je sais pas, le frisson, j'imagine. Oui, et puis de tisser des liens déjà avec une maîtrise d'ouvrage. Oui, de tisser des liens avec une maîtrise d'ouvrage qui a perduré dans le temps, puisqu'ils sont restés des clients fidèles, j'allais dire, pendant les 30 années de ma carrière, là, jusqu'à aujourd'hui, commandant régulièrement d'autres opérations. Donc ça voulait probablement dire qu'on les avait pas trop déçus. Bravo. Merci. Corinna? Alors pour moi, tout a commencé à Bucarest, en Roumanie, avec un lycée d'art qui était spécialisé dans la restauration des monuments historiques. Donc c'était une première ouverture vers l'espace. Et j'ai continué cette curiosité avec l'école d'architecture à Bucarest. J'ai passé ensuite par 1 an en Italie, toujours pour des études d'architecture. Un semestre à Bruxelles, donc une ouverture vers la francophonie, une curiosité. Vous étiez déjà, vous parliez français déjà ? Pas tant que ça, mais c'était une opportunité. Donc une curiosité. Et bizarrement, quand j'étais à Bruxelles, j'ai profité pour visiter Paris. Donc c'était une énergie que j'ai sentie à Paris qui m'intéressait beaucoup. J'ai fini mes études en Roumanie et j'ai choisi de faire mon HMO en France, chez Gaëtan, à tout hasard. Et voilà, 15 saisons sont passées et je suis toujours ici. Mais à l'échelle de l'architecture, vous êtes encore une jeune... Exactement. Une jeune architecte. C'est ça. Ben, bravo aussi, Warren. Alors, moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Je peux pas dire, pour le coup, comme Gaëtan, comme Corinna, que j'avais une appétence plus jeune vraiment pour l'architecture. Je pense que
Ma passion actuelle, qui est extrêmement forte, est venue finalement au fur et à mesure, au fil du temps. J'étais pas très scolaire, mais j'avais par contre, mon père qui était perspectiviste à l'époque, qui avait fait les arts déco et qui était architecte d'intérieur. Donc forcément, toute mon enfance, il travaillait à la maison. Je l'ai vu faire des perspectives à la gouache à l'époque, c'était un autre temps. Quand je vois maintenant le temps qu'on passe et le nombre de perspectives. Avec l'aérographe aussi. Exactement. Donc donc ça c'est des souvenirs, c'était dans le salon, l'aérographe était dans le salon justement, ou même voir faire des perspectives sur du calque. Quand je vois maintenant le temps qui passait à l'époque, c'était quasiment parfois 2-3 semaines pour une perspective. Et donc donc je me suis orienté vers des études d'architecture à l'école de Versailles. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était une école qui à l'époque était très en lien avec la pratique artistique, donc ça me plaisait particulièrement. Et ce qui a été assez marquant durant mes études, c'est que pour financer justement mes études, j'ai eu la chance d'avoir un emploi de surveillant dans un collège. Et en parallèle, j'ai pu faire un atelier d'architecture avec des élèves de SECPA. Donc SECPA, c'est la section d'éducation générale et prioritaire. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, finalement, parce que j'étais assez jeune, ça m'a beaucoup formé. Et ça m'a permis aussi de me confronter à l'autre, à l'enfance. Et ça a influencé jusqu'à justement faire mon diplôme. Un questionnement sur comment l'espace scolaire finalement était adapté ou pas aux différentes pratiques pédagogiques et la manière dont on pouvait réfléchir, donc à travers beaucoup de lectures, des écrits, Philippe Mérieux, François Dubay, la manière dont le collège pouvait évoluer. Donc j'ai fait mon diplôme et mon mémoire qui s'appelait à l'époque Penser le collège, avec un beau jeu de mots avec un A. Voilà. Donc c'est ce qui influence encore ma pratique actuelle. Et ce diplôme, ça fait combien de temps ? Ça fait, alors je l'ai passé un peu comme Corinna et Gaëtan. Je travaillais aussi en parallèle chez Beckman NTP à l'époque pendant la fin de mes études. Les 2 dernières années, donc j'étais plus trop à l'école. Je pense qu'une fois que j'ai découvert le milieu professionnel, je pense que j'ai plus du tout voulu retourner à l'école. Et j'ai fait mon diplôme pendant 2 ans et je suis arrivé à l'agence il y a 14 ans, je crois. Et j'ai passé mon diplôme tout pile au moment où je rentrais à l'agence. D'accord. Et vous estimez que les méthodes pédagogiques ont évolué en 14 ans depuis ce diplôme ? Elle commence. Elle commence et c'est un sujet. On va en parler. Exactement, un sujet qui nous passionne à l'agence. Je pense que c'est un sujet extrêmement d'actualité pour nous. Bon. C'est un sujet qui était déjà en développement, qui existait déjà, les établissements scolaires ? Effectivement, c'est une pratique qui existe à l'agence depuis presque le début de cette agence. Le parcours que moi j'ai suivi en montant cette agence, c'était comme on le faisait souvent à l'époque, de commencer par le logement social, et puis après le logement accession est arrivé. Mais en tant que jeune architecte, on pouvait être invité à un concours de crèche, et puis après un concours d'école maternelle. Et donc heureusement pour moi, en tant que jeune architecte, et encore aujourd'hui c'est le cas, et c'est bien qu'il y ait des concours, on donnait accès à de jeunes architectes à la commande. Alors c'est arrivé assez rapidement ces écoles. Mais du coup, l'accès au concours était plus facile que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'il faut déjà des références, présenter des références qui ont été construites en 3 ans maximum. Enfin, ça devient un petit peu difficile pour les jeunes, sauf s'ils sont attelés à une agence plus mûre. Alors, il y a effectivement des moyens comme cela, mais moi je vois quand même encore que sur certains concours, la commande publique prend le risque quand même de la jeunesse. Et évidemment, moi en tant qu'architecte, je le défends à chaque fois forcément, parce que tu as envie de donner la chance qu'on t'a donnée à l'époque. Et il y a encore des possibilités. C'est pas si fermé que ça, en particulier sur les concours de marché public. Bon, vous êtes optimiste alors. Je veux l'être. Et je pense qu'il faut effectivement continuer à l'être. Ça, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Sinon, on s'en sort pas. Formidable. Alors, j'ai une question récurrente avant qu'on attaque vraiment le projet. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Alors, pour Corinna et Warren, c'est relativement récent. 15 ans, ça commence, c'est récent à l'échelle de l'architecture. Je pense que pour Corinna et moi, on est à peu près sur la même génération. Je pense qu'à un an près, on a le même âge. Évidemment, pas de sentiment d'accomplissement. Je pense qu'on est encore jeune architecte et il faut du temps. Par contre, d'un point de vue personnel, le sentiment, en tout cas, d'être dans une continuité et de contribuer à ce que j'aspirais plus jeune, qui était de potentiellement pouvoir faire évoluer et participer à une évolution des établissements scolaires. Donc on le voit à travers, on en parlera tout à l'heure, les projets qu'on mène à l'agence et le livre qu'on a pu publier. Je pense qu'il y a encore envie d'aller beaucoup plus loin évidemment, mais en tout cas une cohérence.
pour l'instant. Le titre de votre livre ? Donc le titre de notre livre est ABC, Manuel des pratiques vertueuses pour penser et construire les écoles. Bon, quel programme. Gaëtan ? Oui, j'ai l'impression quand même, en grande partie, et heureusement pour moi, j'espère que le chemin n'est pas terminé, envie de faire plein de choses encore. J'ai un peu l'impression quand même d'avoir fait une belle partie de ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune architecte. Et le fait que nous soyons là autour de ce micro ce matin fait partie pour moi de cet accomplissement, parce que d'un côté, je pense que j'avais envie de me réaliser à travers ce métier dont je rêvais. Je le disais tout à l'heure, quand j'étais enfant déjà, je passais mon temps à dessiner des maisons, mais j'avais peut-être aussi envie de partager avec des associés, dont 2 sont là aujourd'hui, Corinna, Warren, cette aventure, parce que je pense que l'architecture, ça se fait à plusieurs, et que c'est important de sortir un peu du côté pyramidal de certaines agences. Mais vous l'avez été quand même, pendant un temps. Dans quel sens ? À la tête de votre agence seule ? Oui, bien sûr, Ouais. je l'ai été, je l'ai fait, ça a fonctionné. Mais j'ai toujours pensé que être à plusieurs, c'est plus riche. Et je pense que c'est un métier qui est tellement sensible qu'il a besoin de confrontation permanente. Et quand je dis confrontation, vraiment dans le sens positif du terme. Confrontation d'idées, mais aussi curiosité et partage. Et je pense que c'est en étant ensemble qu'on peut vraiment changer les choses, faire quelque chose de positif. Donc je suis assez content de ça. Et sachant que dans cette agence, effectivement, nous sommes maintenant 7 associés, dont je fais partie. Et ces 7 associés font vraiment tourner la boîte, tous ensemble, quoi. Chacun avec sa spécificité, son regard particulier. Et alors, ce qui est formidable, c'est que la transmission est aussi là. Évidemment, et je pense que la question de la transmission fait totalement partie de la question que vous posez. C'est-à-dire, je pense que pour moi, il y a un plaisir de la transmission, c'est évident. Peut-être déjà lorsque j'enseignais, j'avais cette impression, je l'espère, de transmettre quelque chose de positif aux étudiants, mais là aussi de donner sa chance, c'est pas le terme, c'est juste de reconnaître l'autre dans ses valeurs et dans ses particularités, et du coup de lui laisser sa place. Et alors, la patte, entre guillemets, Gaëtan Le Pennuel, elle se transmet aussi ? La pâte se transmet, mais elle se dilue aussi. C'est-à-dire que elle se mélange. Je pense que c'est ça l'architecture. C'est justement cette richesse-là. Il y a des choses qui sont peut-être ancrées dans des valeurs qui, pour moi, sont toujours présentes. Quelles sont-elles ? Par exemple, tout simplement, à l'agence, je peux passer des heures à refaire un plan d'appartement pour essayer de gagner 1 mètre carré dans le séjour. J'ai cet amour, par exemple, du logement social qui m'a été donné par mes études. Et pour moi, la valeur de la dignité humaine de quelqu'un, à chaque fois quand je fais un appartement, je me dis, il y a quelqu'un qui va habiter dedans. Donc, je pense au moindre mètre carré pour le valoriser. Et je lâche pas tant que j'ai pas réussi à déplacer 20 cm, 10 cm, 30 cm pour avoir l'appartement le plus agréable possible, par exemple. Donc, je pense en termes de volumétrie. En termes de volumétrie, en termes de fonctionnalité, en termes d'usage, en termes de dignité, je dirais, voilà, en termes de confort, de dimensionner correctement un espace extérieur, enfin toutes ces choses-là m'intéressent beaucoup et on le retrouve sur tous les bâtiments qu'on fait et pareil pour le scolaire évidemment, l'habitabilité est quelque chose de fondamental. Et vous avez aussi l'expression d'une matérialité dans votre travail. Pour moi, l'expression d'une matérialité ou peut-être d'une certaine plasticité plutôt, une plasticité expressive, mais retenue, je dirais. C'est-à-dire que on n'est pas effectivement dans l'exubérance. Oui. On essaye l'économie du geste. L'économie du geste, mais effectivement qui doit se travailler longtemps pour, à notre sens, arriver à ce que nous voulions faire en termes d'équilibre des masses, en termes voilà de lumière naturelle, enfin toutes ces choses-là qui sont des éléments fondateurs de l'architecture et qui le resteront longtemps. Toujours, je pense. Bon. Corinna, alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? En toute humilité. L'architecture. C'est ça. Je dirais en toute humilité que le parcours se poursuit. Je voudrais pas freiner et faire un bilan maintenant. Je suis juste très reconnaissante d'être là, d'avoir cette richesse et cette diversité de projets à l'agence actuellement, parce que c'est une expérience d'apprentissage pour nous
continue. Donc on se nourrit de nos projets et on nourrit les projets qui suivent. Et c'est ça qui m'intéresse et je suis très curieuse pour la suite. Donc je ferai pas le bilan maintenant, j'irai plus loin pour voir ce que l'avenir nous amène. Bon. Mais vous aviez des rêves quand même quand vous êtes sortie de l'école. Et je dis, le fait d'être ici en France, c'est déjà une expérience incroyable. Donc je suis très, très, très reconnaissante parce que l'école d'architecture à Bucarest, elle a un attachement particulier pour la francophonie et pour les grandes figures du XXe siècle. Donc on est nourri avec ces images, on n'est jamais confronté à eux. Et le fait d'arriver vraiment ici, c'est assez exceptionnel parce qu'on retrouve un peu nos idoles. Donc c'est très, très bien. Et c'est encore vivant là-bas ? Oui. Cette culture ? Oui, exactement. Alors, maintenant, on peut parler de l'histoire de vos projets. On a déjà un petit peu abordé le sujet. Reims, le logement social, comment tout ça s'enchaîne. Et puis des projets emblématiques dont vous avez envie de parler, soit dans la trajectoire de l'agence, soit des plus récents. Et alors, encore un bravo, parce que vous venez de gagner le prix de l'Écart d'Argent, qui est le prix d'architecture le plus prestigieux en France. À chaque fois, les agences frémissent. Tiens, d'ailleurs, comment vous l'avez vécu, cette l'attente et le fait de... Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Alors, c'était une belle soirée de stress. Non, c'est vrai que c'était un projet qui nous tenait particulièrement à cœur. Le projet de Tremblay, je pense que c'est... alors, on pourrait parler d'aboutissement, c'est pas le cas, je pense, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Et c'est plutôt une étape marquante quand même par rapport à toutes nos réflexions et nos recherches à l'agence. Donc, on avait le sentiment d'avoir un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et sur lequel on avait mis énormément d'énergie, énormément de temps. Et c'est vrai cette reconnaissance forcément fait du bien, fait plaisir. Et c'est aussi le fait de reconnaître un projet d'école justement c'est aussi de mettre en avant ce programme grâce à l'Écart d'Argent qui nous touche aussi parce qu'on a envie justement de pouvoir participer et contribuer, pas que à notre échelle, mais à l'échelle nationale, je dirais, à l'évolution des espaces scolaires. Donc c'était le double et la reconnaissance de la maîtrise d'ouvrage aussi. Moi, je dirais que l'Écart d'Argent, c'est sûr que c'est dans la tête d'un architecte, il y a une espèce de rêve là quand même, faut le dire. Je le dis d'ailleurs très très humblement parce que je pensais est-ce que dans notre carrière on arriverait à l'avoir ? Mais j'avoue que je me disais ça serait quand même chouette. Je sais que lorsque nous avons avec Warren reçu le prix en montant sur la scène, là j'étais à la fois choqué, surpris, et j'ai surtout voulu donner l'impression que ça ne me touchait pas du tout et que ça allait très très bien. On m'a fait remarquer, mais non, t'as pas l'air particulièrement troublé. Non, pas du tout. En réalité, si, évidemment, mais voilà, ça fait partie des défenses naturelles. Exactement. De donner cette impression-là. Et c'est vrai qu'avec Warren, on était dans la salle en train de se dire, mais tu crois que c'est de notre projet qu'ils sont en train de parler là, puisque c'était le dernier qui arrivait dans la présentation. Et j'ai quand même eu cet effet waouh. Voilà. À côté de ça, je pense que effectivement, on se l'était dit lorsque nous avions commencé ce projet. Parce que donc dans l'histoire de l'agence, effectivement, le projet Tremblay en France est une étape dans le développement de notre recherche autour des écoles, de l'enseignement en général, aussi bien des écoles maternelles, élémentaires, les collèges, les lycées. Et on pense, comme vous l'avez compris, que l'architecte peut aider à modifier ces choses, aider à proposer sans imposer. Lorsque nous avons rencontré cette maîtrise d'ouvrage à Tremblay en France, qui avait envie d'idées innovantes, ou en tout cas de pas faire comme d'habitude, là on s'est rendu compte qu'on avait une chance incroyable. C'est-à-dire qu'on rencontrait quelqu'un qui avait très très envie, comme nous, de faire changer les choses, de faire bouger les lignes. Et donc, effectivement, à ce moment-là, grâce à une maîtrise d'ouvrage très intelligente, qui a toujours été extrêmement constructive, qui a organisé le projet pour qu'il puisse advenir, on a commencé le chantier en se disant, avec un sourire, il faudrait viser l'Écart d'Argent quand même, non ? Ah. Et la boucle est bouclée. Et la boucle a été bouclée. Oui. Incroyable.
Ça arrive qu'une seule fois dans la vie, hein, Oui. l'alignement de ces planètes, je pense. Hein, Mais Et je pense qu'on a souvent des alignements de planètes, mais on n'en a pas toujours. Là, comme c'est une reconnaissance prestigieuse, évidemment, ça se voit. Mais parfois, on les saisit pas, mais ça arrive quand même. C'est vrai. Après, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a aussi une question de conjoncture et que finalement, il y a une attente quand même très forte vis-à-vis de l'école. Et on l'a remarqué même après, finalement. C'est vrai que l'écart d'argent, c'est un prix qui est prestigieux pour les architectes. Grand public, ça reste un prix de professionnel. Et finalement, il y a eu un attrait médiatique assez surprenant. Des médias comme Le Parisien ou France 3 Régions, qui habituellement ne parlent absolument pas de l'écart d'argent, qui se sont intéressés même le Petit Quotidien, le journal des 5-7 ans, qui a fait un article sur le projet. Et c'est vrai qu'on ressent en tout cas, et à chaque fois qu'on discute avec des gens de l'école, on ressent une attente et une volonté surtout de changer ce rapport que les gens ont à l'école. Il va falloir qu'Arte fasse un reportage alors. Évidemment. C'est une bonne idée. Corinna. Alors, je dirais que ce qui était formidable avec l'écart d'argent, c'est justement, et je rebondis sur ce que Warren disait, c'est cette ouverture à tout le monde. Et c'est vrai que dans notre métier, et surtout par rapport à nos recherches, c'est plutôt difficile d'atteindre tout le monde parce que ça reste parfois pédagogique ou ça reste assez fermé dans ce milieu de l'architecture qui peut être un peu isolé et fermé sur lui-même. Et l'écart d'argent a permis un écho de notre travail et une ouverture sur cette question d'enseignement. Qu'est-ce que ça apporte pour les enfants sur le développement plus tard? Et c'est ça qui était formidable, c'est d'avoir tout de suite cette autorité et cette porte ouverte vers des acteurs qui ne s'intéressaient pas forcément à l'architecture et d'autant moins à la pédagogie innovante. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est d'avoir cette voix. Et quelque part, c'était une continuité parce qu'on a ce livre. On trouvait qu'il fonctionne très bien, mais peut-être qu'il ne s'adressait pas forcément à tout le monde. Et tout d'un coup, à travers Tremblay et l'écart d'argent, ce livre, il a peu cette partie de recherche, pas particulièrement le livre, mais cette partie de recherche, elle a eu un écho assez important. Donc c'est assez formidable. Alors, il est vrai que cette école, elle est... je l'ai pas vue, je l'ai pas visitée, mais j'irais volontiers la voir. Avec grand plaisir. Et on organise plein de visites. Voilà. mais on a l'impression qu'on est un peu à la maison. En fait, que ça éveille, elle est contemporaine dans ses formes, mais elle évoque, en tout cas dans les images que vous transmettez, que vous publiez, on a l'impression de retrouver des lieux de mémoire, même des espaces intérieurs qui évoquent des choses, les arches, les niches, Quel retour vous avez eu là-dessus On vous l'a dit, ça? On nous l'a dit, je pense qu'on l'a surtout voulu, effectivement. Oui. Le truc sympa, c'est que toutes les idées qu'on a développées autour de cette école, puisque encore une fois, on nous a laissé sur ce projet les mains libres. Le maître d'ouvrage disait toutes les bonnes idées, vous nous les proposez, on les a proposées et il les a acceptées. Il y a eu aussi un échange, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. L'idée était effectivement que l'enfant puisse s'approprier l'espace de l'école et ça passait par des lieux comme justement vous parlez de ces alcôves que les enfants s'approprient naturellement parce que ils sont à l'échelle de l'enfant et l'enfant comprend tout de suite que c'est pour lui et finalement plus que des espaces impersonnels qu'on essaye de rendre multifonctionnels. En fait, on se rend compte que dans le développement de ce projet-là, on a essayé de qualifier tous les espaces, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mètres carrés utiles dans cette école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation, il y a des espaces à vivre, et la lumière naturelle entre partout, le meuble fait entièrement partie du projet. Et ce qui pourrait ressembler à quelque chose de figé est justement le contraire. À partir du moment où on a des meubles qui habitent les circulations, un igloo, une bibliothèque, etc. L'enfant comprend que c'est pour lui et du coup, il peut inventer des usages différents. Et c'est pas l'espace neutre avec 3 chaises qui permet de s'installer. C'est souvent un espace qui propose déjà une poésie. Et ça s'adresse aux enfants de maternelle et de primaire ? Oui. Tout à fait. C'est un groupe scolaire de 8 classes, donc de la maternelle à l'élémentaire. Il y a quand même des tableaux pour que le professeur puisse transmettre.
Il y a encore des tableaux, il y a encore des salles de classe. C'est intéressant comme question parce que dans nos réflexions justement et dans la manière dont on appréhende le fait de vouloir faire évoluer l'école, il y a aussi le fait de ne pas imposer. C'est vrai qu'on a énormément recherché, on s'est inspiré évidemment d'écrits, de travaux, de bâtiments des années 30 jusqu'aux années 70. Et il y a peut-être eu certaines époques qui ont été un peu mal perçues parce qu'ils forçaient justement l'usage des écoles décloisonnées. Il y a tout un tas d'exemples qui n'a pas forcément très très bien vécu. Et l'idée, c'est que dans nos équipements, en tout cas scolaires, c'est qu'on permet aux enseignants, on permet aux enfants tout un tas de lieux diversifiés, comme le disait Gaëtan. Ce qui est intéressant justement dans cette école, c'est qu'on a démultiplié finalement les usages et les lieux d'appropriation. Et c'est vrai que pendant le temps scolaire, périscolaire, au lieu d'avoir une salle de classe ou une salle d'activité, ils ont une multitude d'espaces appropriables. En revanche, on laisse toujours la possibilité, si un enseignant le veut, de fonctionner de manière traditionnelle. On n'impose pas, on permet. Corinna ? Je rebondis sur ce que Gaëtan et Warren disent avec peut-être un contre-exemple ou en tout cas un retour d'expérience sur nos programmes de type collège. On conçoit nos bâtiments scolaires avec justement cette générosité de l'espace. Notamment sur les collèges, on essaye d'imaginer les espaces de liaison comme des rues intérieures qui mettent en connexion tous les différents usages de collège, tous les différents espaces, avec aussi cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qu'on a pu constater et ce qu'on essaye peut-être d'apporter sur nos projets aujourd'hui, c'est que un espace, malgré sa générosité, s'il n'est pas investi, s'il n'a pas déjà une proposition d'usage, risque d'être abandonné ou d'être difficilement appropriable. Et aujourd'hui, ce qu'on fait sur nos projets, c'est qu'on essaye d'apporter cette notion de mobilier qui crée un usage, une activité que les enfants... confort, qui apporte un confort. Et que les enfants investissent de leur manière. Donc, c'est pas figé du tout. Ça impose pas un usage, mais ça donne justement cette richesse, cette intimité que les enfants cherchent parce que finalement, ils cherchent un lieu où ils se sentent protégés et qu'ils investissent de différentes manières et qu'on voit beaucoup à Tremblay justement. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on met en place sur tous nos projets. Donc, on donne la générosité de l'espace, mais avec un usage qui donne l'intimité et les différentes possibilités ultérieures. Elle est livrée depuis combien de temps, cette école ? Depuis septembre de cette année. Ça fait plutôt 7-8 mois. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a l'opportunité d'y retourner pas mal. Et c'est quelque chose comme disait Corinna, qu'on aime bien aussi. Parce que c'est vrai que c'est bien beau à un moment donné de proposer des choses. Après, il faut aller voir sur place concrètement comment ça se passe. Ça rend humble aussi parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des équipes pédagogiques qui suivent derrière, parce que on aura beau proposer l'espace le plus extraordinaire possible, si derrière il n'y a pas un humain qui a envie de participer, qui est enclin justement à faire différemment, l'architecture finalement reste un espace confortable, mais qui va pas forcément accueillir des usages différents. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup se rendre a posteriori, au bout de 6 mois, 1 an, et voir aussi la manière dont le bâtiment évolue, et ça nourrit énormément nos projets en cours. On aime aussi faire des visites avec les nouveaux maîtres d'ouvrage, une fois qu'on gagne un concours, pour montrer aussi, parce que les programmes sont pas forcément tous innovants dans la manière de faire. C'est vrai qu'au stade du concours, on n'a pas forcément la possibilité de proposer trop de choses, au risque parfois d'être un peu hors concours ou de faire un petit peu peur, parce qu'il n'y a pas à côté cette explication. On aime beaucoup et ça fonctionne pas mal de pouvoir justement faire visiter les bâtiments en fonctionnement avec les enfants, avec les équipes pédagogiques aux villes, pour leur dire regardez, si on peut justement travailler dans les circulations, installer des meubles, et ça nous permet justement d'évoluer et de continuer constamment dans cette optique-là. Et on a un projet par exemple à Bonneuil-sur-Marne actuellement qui est en cours, et on a pu faire visiter à la ville l'école de Bondy, on va leur faire visiter encore l'école de Tremblay, et on a pu pousser beaucoup plus loin les curseurs par rapport aux attentes initiales qu'ils avaient. Et c'est le fait de voir finalement qui permet aux villes d'accepter de fonctionner un petit peu différemment. Je rebondis sur ce que dit Warren et Corinna, c'est que effectivement, il faut quand même bien préciser que dans le cadre du projet de Tremblay, le programme a été au départ différent. C'est-à-dire que effectivement, on l'a dit, notre logique, c'est plutôt de proposer sans imposer. On ne veut pas un espace tout ouvert ou tout fermé. On veut trouver le moyen d'aider les enseignants à être bien aussi, parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais il faut évidemment parler des enseignants, parce qu'un enseignant qui est bien dans l'espace, il sera bien avec les enfants. Et donc,
À Tremblay, ce qui fait la grosse différence entre ce projet peut-être et les autres projets, c'est que la maîtrise d'ouvrage, au départ, il faut le redire, avait la volonté de ne pas avoir d'espace périscolaire, qui sont, comme vous le savez, les espaces dédiés au mercredi, au samedi, aux vacances, et qui sont fermés, vides, pendant toute la semaine. Et l'idée était pas d'espace périscolaire, mais les mètres carrés du périscolaire étaient redonnés en plus au reste de l'école. Ce qui fait que il y a une notion de partage dans cette école où les équipes du périscolaire utilisent la même école et les mêmes classes et les mêmes circulations que les enseignants. Parce que une école, c'est une équipe d'enseignants de l'éducation nationale, mais c'est aussi une équipe municipale. Et en fait, on oublie souvent de parler de cette dualité, car finalement, quand on a deux équipes dans un seul bâtiment, on se retrouve souvent avec deux directeurs. Et à Tremblay, dès le départ, il y avait un seul directeur. Donc centre de loisirs plus l'école. Exactement. C'est-à-dire un chef d'établissement qui devient le référent aussi bien pour les enseignants que pour tout le personnel municipal. Ce qui fait que ça donne énormément de cohérence à l'école. Et ce programme qu'ils ont voulu, différent, expérimental, qui est d'ailleurs suivi par l'Éducation nationale pour savoir si éventuellement ça pourrait faire école. Ce projet est tenu effectivement par un chef d'établissement et toute son équipe qui ont voulu aller là et qui, comme le disait Warren, tiennent le projet architectural en disant on veut pas faire comme d'habitude. S'il y a quelqu'un qui veut revenir comme avant, il y a plein d'autres écoles qui sont comme ça. Alors vous pouvez y aller. Mais celle-ci, on veut que ça soit différent. Mais différent dans un sens plutôt du choix. Et encore une fois, quand le week-end, par exemple, le mercredi, le périscolaire s'installe, il s'installe naturellement dans les classes qui sont partagées avec, je me disais, les enseignants, mais aussi très naturellement dans ces circulations surdimensionnées, le grand préau central, tous les alcôves, les espaces de jeu. Et donc, on est effectivement comme à la maison, c'est-à-dire qu'on s'amuse dans l'école. Et on n'est pas dans un endroit pour s'amuser. Voilà. On subit. C'est plus un lieu où on va subir quelque part. Enfin, c'est pas facile d'apprendre. Donc, l'apprentissage est pas... Et du coup, on subit moins et on sait qu'à un moment donné, on va pouvoir y avoir du plaisir, du jeu. Et aussi, ce qui est important dans le fait de pouvoir utiliser ces circulations et démultiplier c'est ça permet, à condition justement, comme le disait Gaëtan, d'avoir une bonne lumière naturelle, une bonne acoustique, ça permet d'autonomiser énormément les enfants et de leur apprendre à se comporter différemment en fonction du lieu dans lequel ils sont. Et c'est vrai que pour la société future, on a besoin d'enfants qui soient justement aguerris et qui apprennent à se comporter et à moduler leur comportement. Oui, il y a des patios aussi peut-être qui sont pas encore arrivés à maturité, mais j'en ai compté 6-8. Les patios permettent de distribuer la lumière naturelle au cœur de l'établissement. Oui. Ils sont répartis un peu dans tout l'ensemble du bâtiment et c'est grâce à eux que les circulations ont un rapport au ciel, par exemple, et au végétal en même temps, parce que ça permet de ramener le végétal au cœur de l'école. Ça, c'est aussi une des autres particularités, évidemment. La cour Oasis, tout le monde la connaît. Il n'y a pas d'invention de ce côté-là. Mais par contre, l'intérêt dans ce projet en particulier, c'est d'avoir un espace sportif sur le toit, un complexe sportif, une grande salle, omnisport qui est partagé aussi avec le quartier. Ce qui fait que les enfants, vous savez, pendant la récréation, prennent pas mal de place, en particulier ceux qui jouent au ballon. Et le fait que tous les enfants, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, montent dans le gymnase, sur le toit de l'école, ceux qui ont besoin de bouger, de crier, sont là. Ceux qui ont envie d'être plus au calme sont dans la cour jardin. Donc ça aussi, c'est une proposition où chacun peut trouver beaucoup plus facilement sa place parce que le sport est valorisé et on pense que c'est fondamental de valoriser le sport à l'école. On pense bien sûr aux écoles anglo-saxonnes où on fait du sport l'après-midi, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu plus de sport dans nos programmes scolaires et équilibrer ce esprit sain dans un corps sain ? Voilà. Et à partir du moment où, dans un projet comme celui-là, c'est possible, tout d'un coup, ça démultiplie les possibilités. Bon. Et je dirais en complément, je profite Gaëtan parce que tu parles d'espace extérieur. Ce qu'on essaye de faire, donc, au-delà de profiter de la lumière, c'est aussi
avoir cette ouverture vers l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, les écoles et ce qu'on reproche aux anciennes écoles, c'est cette intériorité. Donc ce qu'on fait, c'est que on crée cette porosité avec l'extérieur, on donne des terrasses, des patios. Je donne un exemple, dans nos collèges, les salles d'art ont des terrasses extérieures, ce qui donne cette possibilité aux élèves de faire cours à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc c'est quelque chose, on parle de autonomie, mais aussi d'être à l'air libre, au soleil. C'est quelque chose qui est très nourrissant et enrichissant pour les enfants. On a aussi souvent des terrasses avec des potagers. Donc ça donne aux enfants cette ouverture vers l'espace vert, vers la végétation. Et je pense que ça manque, surtout dans une ville comme Paris où il y a une certaine densité, donc une certaine limitation dans les possibilités. Et quand on a la possibilité, on le fait systématiquement, c'est d'avoir un écho extérieur des espaces intérieurs. Donc avoir toujours cette ouverture, cette possibilité à travers des cours, des jardins, des terrasses, c'est très important. Et enfin, toujours dans cette ouverture vers l'extérieur, la possibilité de faire des cours dehors. Ces cours oasis sont très intéressantes pour des histoires de éviter la chaleur, mais aussi ils ouvrent la possibilité de faire un cours dehors, de s'installer. Et dans les aménagements de nos cours, on essaye de créer des espaces qui offrent aux enfants l'intimité, mais aussi la possibilité de s'installer avec un effet de gradin, de vraiment s'approprier l'espace, se poser, ne pas juste courir dans tous les sens, mais vraiment s'approprier l'espace, faire cours à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment très important pour profiter de la lumière, du soleil et sortir au-delà des murs de l'école. Bon. Vous voulez évoquer d'autres programmes peut-être ? Je pense vrai que ce qui est important, c'est qu'on a la chance, donc les écoles, les lieux d'enseignement, donc effectivement collège, lycée, école primaire, maternelle, c'est des programmes qu'on adore. On a la chance, vraiment à l'agence, de pouvoir travailler sur une grande diversité de programmes. C'est vrai que c'est une partie de notre travail, et c'est vrai qu'on aime beaucoup la question du logement, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, avec une grande attention portée justement à l'habitabilité et au logement, mais on travaille aussi beaucoup sur des résidences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une vision large qui va de la résidence étudiante jusqu'à la résidence grand âge, on va dire, et la possibilité de... C'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse, aussi, sur lequel on a l'occasion de travailler, et c'est vrai que la question de l'enfance est importante, mais on le sait qu'actuellement, il y a de plus en plus de besoins pour les personnes âgées, et c'est une question qui nous touche particulièrement, et sur lesquelles on travaille, on a vraiment envie de continuer à travailler pour en faire des lieux. À la fois, il faut que les enfants puissent avoir des lieux adaptés à leurs besoins, mais les personnes âgées aussi. Et voilà, sortir un peu du cliché. On veut sortir du cliché de l'école avec une circulation et des classes de part et d'autre. Je pense que c'est exactement la même chose pour les résidences de personnes âgées. Oui. C'est vrai que les programmes mixtes sont tout à fait dans la logique de ce qu'on aime travailler. Parce qu'en fait, je disais, plein de programmes différents, ils permettent en fait de se nourrir les uns les autres. Une école est nourrie par le logement est nourri par une résidence pour le grand âge, les résidences seniors, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des projets qui sont mixtes, qui sont riches, qui proposent à la fois une école, des logements pour seniors, des logements familiaux, des lieux comme ça où on se retrouve ensemble, je pense que là, ça crée des morceaux de ville, des morceaux de vie. Et je pense que les programmes, effectivement, doivent eux aussi se décloisonner. L'école, c'est l'école, le logement, c'est le logement, le bureau, c'est le bureau. Et quand on réussit à faire travailler ça, tous ensemble, ça donne des choses magiques, comme, je dirais tout simplement, un exemple que j'aime bien citer, c'est l'immeuble haussmannien, qui, dans le cœur de Paris, notre agence est dans le 2e arrondissement. Ce bâtiment dans lequel nous sommes installés a déjà vécu 1000 vies. Il a été imprimerie, il a été fabrication de confection dans les années 80, quand on faisait du Made in Paris encore. Et pour devenir aujourd'hui des start-up, des architectes. Mais ce sont des bâtiments aussi où on habite. Et donc, cette mixité de programmes qu'on vit tous les jours, elle est souhaitable, je trouve, dans la ville contemporaine. Parce que les gens sont amenés à se croiser, à échanger et à vivre ensemble. Alors, on l'a pas évoqué, mais dans l'école, il y a une matérialité, les matériaux sont bioclimatiques. Vous avez réussi à mixer la pierre, la terre crue, le bois. Ouais.
On a effectivement, je dirais, tous les éléments qui fait que le bâtiment a un bilan carbone extrêmement bas, parce que évidemment le bois nous l'a permis. La pierre vient d'une carrière à 60 km seulement de l'école de Tremblay. La terre crue devait être la terre crue du Grand Paris. Bon, malheureusement, l'entreprise qui le fournissait n'a pas pu tenir jusque-là. Ça, c'est bien dommage. En tout cas, c'est de la terre crue française que nous avons quand même réussi à mettre dans l'école. Aussi un bâtiment qui est conscient de sa consommation d'énergie, puisqu'il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il y a un grand champ de panneaux photovoltaïques qui permet à la fois de produire toute l'énergie dont l'école a besoin, mais aussi qui vient alimenter 2 autres bâtiments municipaux grâce à cette grande installation. Donc, ce qui fait que voilà, c'est évidemment un bâtiment autonome, tout intégré, qui dans sa logique totalement contemporaine par rapport à son impact bioclimatique. Un mot pour votre équipe, votre organisation. Vous êtes beaucoup d'associés, vous êtes à peu près... Une vingtaine. On est une agence d'une vingtaine de collaborateurs en plein cœur de Paris. On est 7 associés, dont 3 ici. Ce qui est très bien chez nous, je trouve, c'est qu'on a une organisation qui est assez linéaire. C'est-à-dire, on peut tous accéder à l'ensemble des phases d'un projet. Je pense que c'est vraiment important parce que ça nous enrichit et on peut transmettre plus loin cette expérience et la partager sur les projets à suivre. La plupart, on est là depuis plus de 10 ans, je dirais. Donc on est vraiment bien installés, on a cette complicité avec plusieurs compétences entre les architectes ou une graphiste qui s'occupe de la partie communication, mais pas que. Donc on est, je dirais, assez flexible, assez ouvert, et entre nous, il y a pas une autorité, une structure très figée. On est vraiment dans une linéarité, une organisation assez souple. Donc vous pouvez aussi faire tourner les programmes. Enfin, vous n'êtes pas forcément. C'est pas cloisonné, je pense. Alors, ce qui est assez atypique, c'est aussi que chacun apporte. On est très complémentaires, on va dire, son expertise. Donc finalement, c'est pas cloisonné du tout. Et après, chacun, par contre, va là où il est le plus pertinent et le plus confortable. Mais c'est vrai qu'on est plus fort à 7, on va dire. Ça permet d'avoir. Vous faites un peu de tertiaire aussi ? Oui. Bien sûr. Alors en ce moment, c'est pas le moment le plus porteur pour le tertiaire. On a aussi bien sûr travaillé des immeubles de bureaux dans Paris d'ailleurs, ou même à Toulouse. À chaque fois, là aussi, ces expériences-là ont permis d'enrichir les autres. Et souvent, comme je le disais, dans des projets mixtes, par exemple, la grande opération qu'on a fait à Clichy-Batignolles, qui était vraiment une très grosse opération. À l'époque, les plus gros projets de l'agence mélangeaient 12 programmes différents. C'était du logement, donc social, du commerce, des activités, du bureau, des résidences, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une mixité comme ça de programmes, je trouve qu'il y a une richesse qui est totalement excitante, quoi, qui fait ville. Finalement, c'est ce qui vous caractérise, peut-être. C'est ça, et c'est vrai qu'on s'enrichit dans la complexité, je pense. On peut citer aussi, on a la chance de pouvoir travailler pas mal sur des réhabilitations à l'heure actuelle. On a notamment... c'est le vrai sujet. Exactement, et c'est vrai que c'est une chance. On a notamment, dans le 11e arrondissement, au passage Saint-Pierre-Amelot, un projet qu'on développe depuis 10 ans. C'était le Réinventer Paris 2. Donc, comme quoi, il faut un petit peu de temps. C'était 2016. Il faut s'accrocher. Donc, exactement, il faut s'accrocher. Mais c'est un projet en quel on croit. Donc, c'est les réhabilitations, en fait, d'une ancienne halle et de garage Renault. Oui, Saint-Pierre-Amelot, passage Saint-Pierre-Amelot. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir, justement, se servir de ce qui pourrait être une contrainte à la base de la réhabilitation, mais qui permet d'enrichir énormément les projets et de créer des espaces assez incroyables. On réinvestit les sous-sols avec une grande salle d'escalade en triple hauteur, des lieux qu'on pourrait pas faire à l'heure actuelle dans du neuf. Donc c'est vrai que c'est une grande chance et c'est des sujets qui nous intéressent énormément. On est pressé de voir le résultat. Ça va être livré quand ? Ça va être livré dans un peu moins d'1 an. Et effectivement, en gros, entre le moment du concours, parce qu'il a fallu faire presque un pré-concours, et la livraison, il y aurait eu 10 ans de passé, effectivement. Donc, ça veut dire que toute la richesse qui avait été imaginée avec le maître d'ouvrage, parce qu'effectivement, là aussi, quand il y a une entente, une intelligence avec le maître d'ouvrage, évidemment. C'était la ville de Paris ou privé ? C'était I3F qui a porté ce programme, qui nous a fait confiance. Je disais qu'il y avait un pré-concours parce que I3F avait besoin d'abord de sélectionner son équipe qui allait le représenter. Alors on a fait ce premier concours qu'on a remporté. Et puis après on a fait le concours de la ville de Paris pour remporter
on se dit des fois que dans des projets comme ça, comment est-ce qu'on en est arrivé jusque-là après c'est un steeplechase de je ne sais pas combien d'étapes pour arriver jusqu'au bout. Et c'est Alexandra Faucheux qui est associée de l'agence et qui travaille sur cette opération, qui porte cette opération très riche, très complexe, avec plein de programmes différents, y compris avec des jardins sur le toit, des passerelles qui relient les bâtiments, voilà. Donc tout ça à côté du cirque d'hiver à Paris. Alors justement, l'architecte est amené à projeter sur un temps long, vous venez de le dire. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde compliqué dans lequel on vit? Vous parliez d'optimiste en ouvrant l'interview, c'est déjà de bonnes bases. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre puisque vous êtes des bâtisseurs? Effectivement, il faut rester profondément optimiste, parce que ce métier est fait pour ça. C'est un peu comme les médecins quand ils font leur serment, j'allais dire, un architecte doit faire le serment au départ de son engagement d'avoir une vision positive du monde. C'est pas un métier où on peut avoir des mots négatifs, ça n'a aucun sens. Du coup, je pense que oui, le monde est très complexe en ce moment, il fait peur parfois, mais en même temps, si déjà à l'échelle de tout ce qu'on fait, on reste dans cette vision positive des choses, on change le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut conserver. Une sorte de détermination. De détermination dans ce sur quoi on peut agir vraiment. Et ça, ça fait la différence. Alors Warren, le monde de demain, ce serait quoi ? C'est vrai que par rapport à ce que dit Gaëtan, on n'a pas du tout une vision angéliste de la société. On a bien conscience de toutes les problématiques, mais je pense qu'on a aussi la chance, quand on parlait d'un projet comme Tremblay ou de projets qu'on a pu faire à Bondy, d'être confronté à des acteurs extrêmement motivés. On parle de l'enfance, on parle de l'avenir, on parle de la diversité, l'ouverture des écoles sur la ville. Donc c'est vrai que dans cette société qui a tendance à s'enfermer, je pense que notre chance pour aussi voir la société sous un bon regard, c'est d'avoir cette multitude d'acteurs avec lesquels on travaille, qui ont des aspirations qu'on a envie de porter, des aspirations effectivement de diversité, d'ouverture, d'autonomie. Et donc on peut croire en l'avenir. Moi j'ai une fille de 6 ans et voilà, je vois il y a plein de choses qui évoluent quand même positivement dans la société. C'est beaucoup trop long, mais sur la place de la femme, sur plein de choses. Et voilà, je crois quand je vois ma fille de 6 ans se développer, je crois en l'avenir quand même. Bon. Faudra pas se faire manger par le méchant loup. Exactement. Corinna ? Moi, je dirais rester toujours dans cette ouverture d'esprit, dans la diversité. Je profite avec un exemple un peu concret qui va au-delà de l'abstraction de cette question. Je dirais continuer à partager l'expérience à tous les échelles. Par exemple, ces projets scolaires qui nous tiennent à cœur. Et je pense que ce qu'on peut faire et ce à quoi on s'intéresse actuellement, c'est essayer peut-être à une plus petite échelle d'intervenir, par exemple, dans les écoles à Paris où on voit des dysfonctionnements. Peut-être les leçons qu'on a appris avec les programmes neufs, essayer de les apporter à une plus petite échelle dans les écoles existantes. Et parce qu'on voit certaines choses, par exemple, à travers le mobilier ou à travers des petites interventions ponctuelles, apporter des usages pour conforter l'école telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que de mal, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc essayer d'amener ces leçons sur le bâtiment existant et dans cette idée de réhabilitation, mais aussi d'améliorer par des petits pas ce qui existe déjà, donc en restant ouvert et positif. Quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants en architecture ? Moi, ce que je donnais tout le temps à mes étudiants, tout d'abord, de maîtriser tous les outils informatiques, d'expression, de 3D, etc. Parce que finalement, c'est à travers le dessin, à travers le volume, qu'on s'exprime. C'est notre langue. Donc il faut totalement d'abord maîtriser cette langue. Et cette langue aussi, elle se maîtrise par la culture. Donc le premier conseil, c'est d'aller se cultiver, d'aller visiter, d'aller voyager à travers le monde. Donc le fait constructif est toujours bien là. Absolument. Aller voir ailleurs, si j'y suis, aller voir ailleurs comment ils font. Et ça, c'est important parce que c'est, pour moi, c'est aussi dans le déplacement que j'ai pu avoir un regard sur ma propre société ou mon environnement. Et je pense qu'on en est tous là. On a tous besoin d'aller chercher l'ailleurs pour comprendre le ici. Et tout ça, ça fait sens au bout d'un moment.
Ça fait école, ça fait superposition et ça permet effectivement d'avoir des réponses, en tout cas d'essayer d'en avoir. D'enrichir. Oui. Un mot de la fin ? Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.